puis ce qui rend ce produit unique. On va également voir différents use cases, des démo kits, mais également des produits de clients, comment on le construit et puis comment construire votre propre produit alimenté par la récupération d'énergie. Comme Thierry l'a dit, tout ce qui est questions-réponses, n'hésitez pas à utiliser le chat et on aura une petite session ensemble pour répondre aux différentes questions. Donc, qui est Hippies? Hippies a été créé il y a un peu plus de 5 ans sur base d'une dizaine d'années de recherche à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Ces recherches ont été faites dans le domaine du design IC, basse puissance, basse tension. Et sur base de toutes ces connaissances, on a créé la première famille de produits. Donc, l'expertise d'IPIS se situe dans le design d'IC en basse puissance, basse fréquence. Et la première famille de produits qu'on a décidé de créer a été orientée pour la récupération d'énergie qui, bien souvent, doit faire face à de très faibles tensions et gérer de faibles puissances. Au niveau de nos bureaux, nous avons un bureau évidemment en Belgique, à la maison mère. Nous venons d'ouvrir des bureaux aussi en Suisse et tout récemment aux USA. La famille de produits est disponible et peut-être est disponible mondialement au travers de distribution. Alors pourquoi avoir choisi de s'orienter vers la récupération d'énergie? Comme nous le savons tous, nous avons de plus en plus d'objets électroniques autour de nous pour traquer, mesurer, analyser, permettre d'améliorer les process dans l'entreprise. On voit également des applications dans la maison. Voilà, il y a pas mal d'exemples dans différents marchés et malheureusement, toutes ces applications, ces devices sont bien souvent alimentés par des piles qu'on va jeter, remplacer et qui demandent donc un large déploiement de batteries. Ça limite également les possibilités puisque souvent la durée de vie va être uniquement dépendante de la taille de la batterie qu'on va utiliser. Alors, comment estimer la taille de cette batterie? Comment être sûr qu'en fonction de la température, on ait le temps de vie annoncé? Qui va les remplacer? Combien cela va-t-il coûter? C'est un sacré casse-tête pour l'industrie. Et l'energy harvesting permet de pallier à ce problème en proposant en fait d'utiliser l'énergie ambiante autour de nous, qui peut être sous la forme de lumière, de différence de température, de mouvement, de vibration, mais également d'ondes RF. Alors, on verra un petit cas lors de la présentation. Ce n'est pas de la récupération d'énergie pure, ça peut l'être en fonction de l'environnement, mais on oriente de plus en plus vers la recharge sans fil plutôt que vraiment de la récupération d'ondes RF. Donc, on verra un petit exemple ensemble. Alors, comment fonctionne l'énergie harvesting et qu'a-t-on besoin? Donc, on va utiliser les sources ambiantes, comme je l'ai dit, qui peut être sous différentes formes. Au niveau de la lumière, on s'oriente tant vers des lumières intérieures, LED, que vers des lumières extérieures qu'on connaît bien, les panneaux solaires, qui vont être plutôt orientés sur le spectre du soleil. Alors, qu'a-t-on besoin pour pouvoir venir extraire cette énergie de la source ambiante? On va avoir besoin de ce qu'on appelle un harvester, qui est un récupérateur qui va en fait faire la transformation, la première transformation d'énergie entre l'énergie qui est disponible et la transformer en énergie électrique. Vous verrez que l'harvester dépend de la source. La plus connue, la lumière, on va utiliser des cellules photovoltaïques. Pour l'énergie RF, on va partir sur une antenne. Pour ce qui est une différence de température, on utilise des thermoelectric generators, qu'on va appeler TEG. En fait, ça utilise l'effet Seebeck, qui est l'inverse de l'effet Peltier. Et pour tout ce qui est vibration, mouvement, on va partir sur des transformeurs mécaniques. Et là, il y a différents types, différentes, on va dire, technologies qui existent. Donc, en fonction de la source, on partira sur l'une ou l'autre technologie. Donc, en plus de ces harvesters qui vont faire la première transformation depuis l'énergie vers une énergie électrique, on va aussi utiliser un élément de stockage qui peut être de deux grandes familles, soit batterie rechargeable, donc on connaît bien, soit supercap qui va être un élément de stockage qui aura une plus faible densité, mais qui peut faire des plus grands appels de courant et qui résiste, qui est
on va dire, plus grande tolérance sur des seuils de température. Donc, l'un ou l'autre élément n'est pas meilleur que l'autre. Ils vont être plus ou moins adaptés à l'application. Mais le but, c'est de venir stocker de l'énergie pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, en fonction de la source que vous allez utiliser, elle ne sera pas toujours disponible. Typiquement, la lumière n'est disponible qu'une partie de la journée. Et donc, on va venir stocker l'énergie pour pouvoir alimenter l'application la nuit. Alors, on pourrait se demander pourquoi ai-je besoin de quelque chose de plus en plus de mon récupérateur qui va faire la transformation et de mon élément de stockage pour différentes raisons. La première étant qu'on souhaite extraire le maximum de la source ambiante. Donc, on parle effectivement d'assez faible puissance et on voudrait assurer qu'on récupère et qu'on utilise vraiment toute l'énergie et la puissance disponible. On souhaite aussi pouvoir démarrer sans aucune aide externe et démarrer même en faisant face à de très faibles tensions et des faibles puissances. Donc, on est dans les microwatts et en dessous de 500 millivolts. On souhaite aussi protéger l'élément de stockage. Donc, on sait que des batteries, on a toujours un seuil maximum, minimum. Une supercap, on va avoir un seuil maximum à respecter. Et si on souhaite aller chercher les temps de vie les plus longs, il faut faire très attention à la manière dont on va utiliser ces éléments de stockage et ne pas dépasser les seuils maximum de charge. Et enfin, on souhaite souvent alimenter une application, un device hardware avec l'énergie récupérée. Et donc, on souhaite avoir des tensions régulières pour pouvoir directement alimenter nos capteurs, nos radios, microcontrôleurs. Toutes ces fonctionnalités sont en fait reprises dans ce qu'on appelle notre famille AEM qui tient pour Ambient Energy Manager. Alors, une question qu'on pourrait se poser, comment est-ce qu'on assure qu'on extrait le maximum de la puissance disponible? Si on prend le cas d'une petite cellule photovoltaïque et qu'on regarde la courbe de puissance en fonction de la tension, donc la courbe de puissance ici en vert et la courbe de courant en bleu, si on regarde cette courbe sous une autre luminosité, disons une luminosité plus grande, on voit que la courbe de puissance montre toujours un optimum qu'on appelle le VMPP, donc le Maximum Power Point, qui en fait est lié à la tension à laquelle on va fonctionner. Et donc, si on souhaite extraire le maximum et assurer qu'on vient vraiment chercher le maximum de puissance, il faut travailler à cette tension. C'est ce qu'on a intégré dans ce qu'on appelle la MPPT, Maximum Power Point Tracking. Et donc, en fait, on va venir traquer cette tension et adapter la tension de fonctionnement pour assurer que l'AEM vient vraiment extraire et récupérer le maximum de puissance depuis la source. Comme on l'a dit au début, on souhaite aussi démarrer, donc c'est ce qu'on appelle le call start, démarrer depuis des nœuds déchargés, même si on est face à des tensions en dessous de 500 millivolts. Ces deux fonctions sont évidemment deux fonctions qui sont très liées et dédiées à la récupération d'énergie et qui sont très importantes si on veut vraiment optimiser le système. Alors, comment se passe ce tracking? On va venir en fait mesurer la tension en circuit ouvert, donc qu'on appelle ici VOC, qui va varier avec la luminosité, mais le ratio entre la tension de circuit ouvert et la tension à laquelle on souhaite fonctionner VMPP est un ratio qui dépend de la technologie de l'harvester. C'est un ratio que le fabricant du récupérateur va fournir dans la datasheet. Donc, en fixant ce ratio et en configurant l'AEM pour lui indiquer ce ratio, on va pouvoir venir à une fréquence constante mesurer la tension en circuit ouvert, appliquer le ratio et en définir une nouvelle tension de fonctionnement. C'est-à-dire que l'AEM va venir adapter pour le cas de la lumière qui est l'AEM 10941, toutes les 5 secondes, on vient remesurer la tension en circuit ouvert. On va se déconnecter 1% du temps, on va venir appliquer le ratio et donc définir une nouvelle tension de fonctionnement. Donc, peu importe que la lumière change dans l'environnement ou dans lequel le device doit fonctionner, on viendra récupérer et extraire le maximum de l'énergie disponible. Alors, on parle de configuration, donc pour configurer
le ratio de l'harvester. Il n'y a aucun software dans l'AEM. Toutes les configurations vont se faire via des pin IO. Il y a 7-8 pin IO à définir pour d'une part définir le ratio pour l'MPPT et d'autre part définir les tensions maximum sur l'élément de stockage. Donc on va voir la table de configuration. On travaille à rendre ces configurations les plus simples possibles tout en gardant un système optimal. Si je reprends mon AEM dans le système harvester et storage, on peut voir que donc l'AEM va venir manager une puissance qui va être maximale à 5 volts en entrée maximum, 110 milliampères. Donc, il va venir extraire cette puissance. Les pertes internes au niveau de l'AEM se situent autour de 400 nanoampères et va venir stocker l'énergie dans l'élément de stockage. On a parlé du cold start donc les conditions de cold start sont 3 microwatts, 380 millivolts. Donc dès que j'ai cette faible puissance et cette tension à l'entrée de l'AEM, le système va se mettre en route. On va avoir le tracking qui va venir assurer qu'on extrait le maximum de la puissance disponible. On va prendre soin de l'élément de stockage et l'AEM va fournir 2 tensions régulées. Alors ces 2 tensions, il y a 2 convertisseurs linéaires inclus dans l'AEM que vous pouvez enabler ou disabler ou utiliser un des deux, les deux ou aucun des deux. Il y a des pins de contrôle qui vous permettent de monitorer en fait ces convertisseurs internes. Les tensions à définir, on va le voir, sont dépendantes de la configuration de l'AEM. Il y a une petite fonctionnalité supplémentaire qui vous permet de connecter une batterie primaire. Alors, on parle de batterie primaire puisque l'AEM ne va pas la recharger, mais va l'utiliser comme une source de backup. C'est-à-dire que si l'élément de stockage est en train d'être déchargé et arrive à son seuil minimum, la source ne pouvant pas fournir suffisamment, on va venir se brancher sur l'élément primary, le temps de recharger un petit peu l'élément de stockage et puis on reviendra sur la source. Donc ce n'est pas définitif, mais on l'utilise pour maintenir, en cas de besoin, le système à flot. Qu'est-ce qui fait que l'AEM est unique? Alors tout d'abord, on a la plus basse tension de cold start, donc ça montre qu'on a vraiment besoin d'une très faible tension, d'une très faible puissance en entrée pour commencer à démarrer. Donc même sous des luminosités très faibles de 50-100 lux, pour le cas de la lumière, on va pouvoir venir démarrer le système. On a également un boost en interne qui va pouvoir fonctionner à partir de 50 millivolts après cold start. Donc, une fois que l'AEM aura démarré, peu importe que la luminosité devienne très faible, toujours dans le cas d'une source lumineuse, on va continuer à extraire la puissance qui est disponible. Le boost va fonctionner depuis 50 millivolts jusqu'à 5 volts en entrée. Le courant interne est très bas, on travaille toujours à l'améliorer, donc on est autour de 400 nanoampères et 600 nanoampères si on active les LDO. C'est la perte pure que vous allez avoir entre la source et le storage et le but est toujours d'optimiser, donc maximiser le transfert en minimisant les sources dans l'AEM. Et enfin, on a une des plus petites BOM, donc la plus petite BOM en fait. On n'a pas le plus petit package qui est un 5 par 5 QFN 28, mais nous n'avons besoin que de 7 passifs, donc 5 inductances, c'est le contraire, 5 capacités, 2 inductances, le tout rentrant dans 1 cm². Alors, il y a des fonctionnalités supplémentaires comme la batterie primaire, on vient de le voir. On ajoute des fonctionnalités supplémentaires suite aux demandes du marché. On a vu l'utilisation de Dual Cell Supercap qui demande un circuit de balance, donc pour éviter de charger plus une cellule que l'autre. Ce circuit a été intégré. On a aussi modifié le comportement de l'AEM pour mieux et optimiser le transfert depuis ce qu'on appelle un TEG. Pour rappel, c'est pour les sources thermiques qui souvent sont définies en impédance et non pas en ratio de tension. Donc, c'est des optimisations pour toujours venir optimiser le transfert depuis les récupérateurs et leur comportement jusqu'à l'élément de stockage et puis votre produit derrière.
On a parlé d'éléments de stockage et donc on va avoir la flexibilité de définir des seuils maximum et minimum. Et étant donné qu'on est maître du design, donc l'expertise de DP, c'est vraiment le design ici. On peut venir customiser, adapter nos produits selon les demandes marché. Ça peut être des customisations pour votre application et donc tout ça, on peut en discuter au besoin. On va regarder un petit peu plus en détail les différents modes de l'AEM. Donc, si on part du mode où tous les nœuds sont déchargés, le Deep Sleep Mode, pas de puissance disponible à l'entrée. Dès qu'on va avoir les conditions de cold start remplies, donc 3 microwatts, 380 millivolts, l'AEM va rentrer dans ce qu'on appelle le Wake Up Mode. À ce moment, on va commencer par d'abord charger un nœud interne qui s'appelle VBUC. On va le charger jusqu'à 2,2 volts qui va venir alimenter le corps de l'AEM. À partir de ce moment-là, on va venir charger et transférer l'énergie depuis la source jusqu'à l'élément de stockage. Et on va charger l'élément de stockage jusqu'à un seuil qu'on appelle V-Charge Ready. Alors, ces 3 seuils, on va les voir juste après, sont configurables par l'utilisateur. Donc, une fois qu'on a atteint le seuil V-Charge Ready sur l'élément de stockage, on va activer les LDO, commencer à alimenter le système qui est connecté sur les LDO et rentrer dans ce qu'on appelle le mode normal mode, dans lequel on va évoluer entre les seuils maximum et minimum. Si on atteint le seuil maximum, on va venir protéger l'élément de stockage en coupant le boost, donc en stoppant l'extraction de l'énergie et en attendant que le nœud VBAT redescende, auquel cas on va retomber dans le mode normal. Si, au cas contraire, on a atteint le seuil minimum, on a 2 possibilités. La première est l'utilisation de la batterie primaire si elle est connectée et chargée. Alors là, on va la réutiliser pour se recharger jusqu'à V-Charge Ready, donc pour maintenir le système à flot et retourner dans le mode normal. Si la batterie primaire est déchargée ou qu'on n'en a pas connecté, on va rentrer dans un mode shutdown. On va activer un statut pour annoncer à l'application qui est connectée sur la sortie des LDO qu'on va devoir tout couper pour protéger l'élément de stockage. Après 600 millisecondes, on va retourner dans le mode Deep Sleep et on va couper les LDO. Alors, on va couper les LDO, mais on va aussi se déconnecter totalement de l'élément de stockage. Donc, on va vraiment venir protéger complètement l'élément de stockage et attendre un nouveau wake-up, un nouveau cold start, pardon. Alors, si on regarde donc ces 3 seuils over discharge, charge ready, overcharge, on peut voir dans la table de configuration ici qu'il y a 7 modes qui sont préconfigurés et un mode custom. Dans les modes préconfigurés, on peut regarder un mode bien connu pour les Lioncell. Ici, vous allez voir que donc on va charger jusqu'à 4.12. On va activer les LDO à 3.67, donc V-Charge Ready, et on va couper les LDO à 3.6. Alors, le seuil V over discharge est aussi lié au seuil ou à la tension qu'on va programmer sur HVout. On a besoin d'un drop de 0.3. Donc, en fournissant 0.3 sur HVout, on va définir le seuil over discharge à 3.6. Un petit mot sur le overcharge, donc le 4.12. Normalement, la technologie permet de charger jusqu'à 4.2. Ici, notre but, c'est toujours de pouvoir étendre un maximum les durées de vie de ces éléments de stockage via la récupération d'énergie. Et donc, voilà, on suit les recommandations des fabricants. On ne va pas jusqu'au 100% du maximum et on s'arrête à un certain pourcentage selon les recommandations. Vous pouvez donc voir que les différents modes sur HVout et LVout, donc les 2 tensions régulées en sortie des LDO varient. On a du 3.3, du 2.5, du 1.8. Sur la tension LVout, on est à 1.8 ou 1.2. Alors les supercaps, on a 3 modes qui ont été définis. Un premier mode pour les single cells qui va se charger jusqu'à 2.7 volts et donc, vu qu'on a des structures linéaires en interne, fournir 1.8 sur HVout, 1.2 sur LVout. Et on a 2 modes pour les dual cells qu'on va pouvoir venir charger jusqu'à 4.5 volts et fournir soit 2.5, soit 3.3 sur HVout. Si aucun de ces modes ne convient à votre technologie de storage
ou à l'application que vous souhaitez alimenter, vous pouvez définir votre propre niveau. Donc en utilisant le mode custom qui va demander 6 résistances additionnelles. La seule petite chose, il faut respecter la règle de drop de 0,3 entre le seuil minimum et la tension que vous allez définir sur HVout et charger jusqu'à un maximum de 4,6 l'élément de stockage. Alors, si on regarde toute la famille, on a un produit par type de source d'énergie, principalement dû au fait que les récupérateurs ont des comportements différents. Donc, une pilicelle et un TEG ne vont pas avoir le même comportement. L'un va plutôt se comporter en source de tension, quand l'autre, ce sera plutôt une source de courant. Donc, pour cela, on a décidé d'optimiser vraiment le comportement, d'optimiser également les ratios MPPT et la fréquence à laquelle on vient venir adapter le comportement de l'AEM. Donc, on a le premier qui est dédié pour les sources lumineuses, AEM 1941, qui va venir adapter sa tension toutes les 5 secondes. Nous avons l'AEM 20940 qui va être adapté pour les sources thermales et qui va venir faire son adaptation toutes les 21 secondes. Étant donné qu'un TEG, donc Thermoelectric Generator, va fournir de la puissance, assez bien de puissance, mais à une très faible tension, on propose l'option d'un cold start externe qui va venir permettre de démarrer non pas à 380 millivolts, mais à 60 millivolts. Donc ça va pouvoir permettre de démarrer avec quelques degrés de différence de température. Et donc ça, c'est une option. En fonction de votre application et de la différence de température, il est intéressant ou non. Au niveau des sources AC, on a deux grandes familles, soit vraiment des hautes fréquences, soit les basses fréquences. Tout ce qui est haute fréquence, donc RF, on va avoir besoin entre l'antenne et l'AEM d'un matching network et d'un redresseur externe. Ce sont des choses qui sont fournies sur nos kits, qui peuvent être redéveloppées, mais qui sont fournies pour certaines fréquences. Pour ce qui est basse fréquence, on va avoir besoin d'un redresseur externe qui peut être de l'une ou l'autre structure selon la fréquence à laquelle la source fonctionne. Il y a également un redresseur qui est fourni sur les Valkits qui va avec l'AEM 3940. En parlant des Valkits, je vous invite à aller voir le site, à regarder la documentation et les différents user guides et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter. On va maintenant se pencher plus particulièrement sur différents use cases et deux sources en particulier, la lumière et les ondes RF. La lumière, on verra un premier cas qui est un démo kit qui a été fait en interne chez EPIS, qui est dédié pour la lumière intérieure. Un deuxième cas pour une lumière extérieure qui est un Cattle Tracker qui a été développé par Sodac pour la société Movement. Un cas c'est un analyseur de choc qui a été développé par AGC qui s'appelle Jack. Et un cas encore pour la lumière intérieure qui a été développé par la société Enersync qui fait ses propres cellules solaires en organique et qui alimente un petit capteur de CO2 plus capteur température-humidité. Pour les ondes RF, on verra un cas hypothétique de tracker GPS qui fonctionne la nuit et se recharge, qui fonctionne la journée et se recharge la nuit. Alors commençons par notre premier démo kit, donc qui a été designé en interne chez EPIS. Il se compose de capteurs basse puissance, humidité, température, luminosité, une cellule photovoltaïque que vous pouvez voir ici en noir, une petite supercap à l'intérieur du boîtier et de l'électronique pour avoir une communication Bluetooth. On envoie des beacon messages en advertising toutes les 10 secondes et on a une petite application EPIS qui nous permet de récupérer les informations et de les afficher graphiquement sur un smartphone ou une tablette. Alors on va rentrer dans le design et ouvrir le boîtier pour un petit peu regarder les éléments. Donc, on peut voir ici les capteurs qui sont en rouge sur une petite carte capteur. La cellule photovoltaïque en jaune. À l'arrière, la supercap et puis notre AM 1941 que vous pouvez voir ici entouré de ses passifs, donc 2 inductances et 5 capacités. Alors, si je veux aller un petit peu plus loin dans mon design, on vous recommande de faire toujours une analyse d'énergie. Donc, c'est vraiment l'analyse du budget au niveau énergétique en partant de la consommation du
de l'électronique qu'on souhaite alimenter. Depuis cette énergie, on peut en déduire l'énergie qu'on va devoir en fait booster, qu'on va devoir récupérer et sortir vers l'élément de stockage. On va pouvoir en déduire la puissance qu'on a besoin à l'entrée, sachant qu'une partie du temps, on ne récupère pas de puissance selon la source, toujours. Et on va venir estimer l'énergie qu'on a donc besoin de stocker pour venir couvrir les temps pendant lesquels pas de puissance est disponible à l'entrée. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre en fait la consommation du device et de pouvoir estimer l'énergie, inclure les pertes au niveau du convertisseur et en déduire l'énergie qu'on appelle ici e-boost. Avec cette énergie, on va pouvoir ajouter les pertes au niveau de l'AEM, des pertes internes qu'on connaît, les pertes au niveau du convertisseur, on a les rendements du boost interne, on va en déduire l'énergie qu'on souhaite récupérer et on pourra de là, connaissant le temps pendant lequel la source est disponible, définir la puissance que l'on recherche. Et enfin, on va pouvoir également, selon l'autonomie qu'on aura définie, savoir la quantité d'énergie qu'on va devoir stocker. Grâce à toute cette petite analyse théorique, on va ici regarder un cas concret, on va pouvoir en fait choisir les éléments autour. Donc si je pars sur notre cas, notre démo kit qui a été conçu et qui consomme 50 microwatts en moyenne, avec évidemment des pics de courant vu qu'on a des communications radio, mais ici on va vraiment partir sur une conso moyenne de 50 microwatts à 3.3 utilisant les LDO internes. On a une consommation au niveau de l'énergie de 4,32 joules sur 24 heures. Alors, je prends la période de 24 heures parce que la lumière revient chaque jour. On pourrait très bien changer l'analyse de l'énergie et changer sur une autre période. Ça dépend un peu de l'application et de la source. Je vais y inclure les pertes au niveau du LDO et les pertes au niveau de l'AEM et donc je déduis que j'ai besoin d'environ 5 joules à la sortie de mon boost. Sachant que j'estime 10 heures de luminosité par jour et que je vais prendre le pire cas, donc 70% de rendement vraiment avec une très faible tension à l'entrée de 0,4 volts, j'estime que je recherche en moyenne environ 200 microwatts à l'entrée, donc à la sortie de la source de la PV cell, pardon. Et sachant que j'ai 10 heures de luminosité, je vais estimer que pendant 14 heures, je dois fonctionner sur ma supercap et donc je vais devoir stocker 3,3 joules. Alors si on part donc voilà, sur un choix de supercap, pour stocker l'énergie entre 4,5 et 3,6, donc pour rappel, à 3,6, on va couper les LDO pour protéger, vu qu'on a besoin d'un drop de 0,3 volts et qu'on alimente en 3,3 volts. Donc, entre 4,5 et 3,6 volts, je vais venir stocker ces 3,3 joules et la taille de supercap nécessaire est d'environ 0,9 farad. Alors, connaissant maintenant la puissance que je recherche à l'entrée, on peut un petit peu regarder au niveau des différentes technologies qui sont disponibles dans les harvesters lumineux, donc PV cell. Et voilà un peu des noms de partenaires dont on est entouré. On va choisir de travailler avec 3G Solar qui propose en fait une PV cell DSC, donc Dye Sensitive Cell, qui est une PV cell qui va être orientée pour la lumière intérieure et leur produit est déjà encapsulé dans du verre, donc qui est déjà protégé par du verre. Alors nous les avons un peu testés voilà, dans nos bureaux sous une certaine lumière et on obtient une puissance de 220 microwatts sous 300 lux. Alors 300 lux, c'est quand même très faible au niveau de la luminosité, mais ça permet de prendre le worst case. La taille de cette PV cell, donc celle que nous on utilise, est de 35 par 50 mm. Et vous pouvez voir les spécifications de leur produit qui a une taille un peu différente, 39 par 37 en réalité, sur leur site. Un point intéressant, c'est de regarder en fait les informations de VOC et de VMPP qui vont permettre de définir le ratio. Donc, si je fais le petit calcul, le ratio optimal pour cette technologie et ce produit est de 80%. Donc, je vais pouvoir définir le MPPT ratio de l'AEM à 80%. On pourrait chercher une autre solution et partir sur une solution flexible, donc, qui est proposée par PowerFilm ici. Donc, ce sont vraiment des PV cells qu'on peut
enroulé autour de quelque chose. La surface ici est de 55 cm² et cette surface va produire 220 microwatts sous 200 lux. Donc, c'est vraiment très faible luminosité. On peut voir que sous 1000 lux, on va récupérer 1,4 milliwatts. Alors, de nouveau, il nous donne les informations d'operating voltage, on l'appelle un peu différemment, et de VOC qui vont permettre de calculer le ratio optimal. Alors, le ratio optimal est de 80% selon le fabricant. Au niveau de l'élément de stockage, donc on avait calculé qu'il nous fallait stocker 3,3 joules et donc cela nécessitait une supercape de 0,9 farad. On a un produit chez Capix qui nous fournit en fait 1,2 farad en dual cell supercap. Donc on va utiliser notre circuit de balance intégré à l'AEM. Le produit fait 39 par 17 par 3,9 mm et on a un leakage, donc ça c'est un point important au niveau des supercaps, il y a un leakage interne entre 1 à 2 microampères par farad. Et donc ça, on peut en prendre en compte dans notre petit bilan énergétique pour effectivement rajouter en plus ces pertes-là dans le bilan énergétique. Donc ça, c'est vraiment un point important quand on choisit les supercaps, c'est vraiment de regarder le courant interne, le courant de perte. Donc maintenant qu'on a nos différents éléments, on va venir assembler notre device. Pour information, le petit boîtier que vous voyez ici tourner fait 6 cm par 6 cm par 1 cm au total. Donc voilà, je vous invite à venir nous rendre visite une fois, peut-être sur un prochain salon où on utilise évidemment ces démo kits pour présenter nos produits. Donc ici, avec la communication, vous pouvez voir l'application sur laquelle on reçoit les données. On peut voir qu'on va venir charger en début de journée quand la luminosité est bonne, donc on a de la lumière, on va venir charger la supercap. On va rester le temps de la journée au seuil maximum vu qu'on récupère suffisamment d'énergie que pour alimenter l'électronique. Et puis, en fin de journée, quand on n'a plus de lumière, on va venir fonctionner sur la supercap. Alors, si on regarde ces courbes sur plusieurs jours, on peut vraiment voir en début de journée la charge, la journée, la décharge la nuit et le cycle se répète vu que l'énergie revient chaque jour. Alors, on peut voir ici que même si on a vraiment des très faibles luminosités, donc un jour extrêmement nuageux ou voilà, on va quand même récupérer suffisamment d'énergie que pour venir charger la supercap et tenir toute la nuit puisque en fin de nuit, on n'a toujours pas atteint nos 3,6 volts, notre seuil minimum. On a parlé de ce premier device donc, qui est avec une communication Bluetooth. Pour information, ces kits sont disponibles, mais ils sont aussi disponibles avec une communication LoRa. On envoie des messages toutes les 6 minutes en SF7. On pourrait envoyer en SF12 toutes les heures. Tout est une question de balance énergétique et donc en fonction du nombre de fois qu'on va envoyer des messages, on va augmenter notre consommation. Donc soit on modifie un peu la taille de la PV cell ou de l'élément de stockage, soit on va espacer ces messages. On a également la possibilité, non pas d'utiliser LoRa, mais Sigfox, et on envoie des messages, je pense, toutes les 35 minutes. Donc voilà, ces petits démo kits sont disponibles, sont aussi montrés sur les salons et je vous invite à nous poser plus de questions au besoin. Voilà, maintenant on va passer sur un deuxième applicatif. Là, c'est des applications clients, donc je vais parler au niveau hypothétique sur certains chiffres, étant donné qu'on ne peut pas dévoiler tout, mais on va faire la même petite analyse au niveau du bilan énergétique en partant sur une consommation de 80 microwatts, 3,3 volts. On va estimer, on va utiliser la lumière extérieure et on va estimer vraiment le pire cas d'une journée d'hiver de 5 heures de luminosité. Donc, on va inclure toutes nos pertes depuis la consommation de l'électronique pour remonter jusqu'à la puissance nécessaire en entrée. Et on estime ici que le boost que la tension à la sortie de la PV cell sera supérieure à 1,5 volts et donc on a un rendement au niveau du boost de 90%. Donc on a besoin de 490 microwatts,
ça c'est à la sortie des petites cellules solaires qu'on va utiliser. Et au niveau de l'énergie qu'on souhaite stocker, on va être autour de 6,2 joules pour 19 heures d'autonomie. Alors, si on regarde les différentes possibilités, on a une possibilité chez Xis qui produit vraiment des toutes petites cellules solaires pour la lumière extérieure. Et ici, on les a de nouveau testées, mais ce sont des tests, des courbes de rendement internes à IPIS pour une surface de 3,6 cm². On va avoir 900 microwatts de disponible sous 1000 lux. 1000 lux, c'est vraiment une luminosité assez faible pour l'extérieur. Donc, on est largement au-dessus de, de la puissance recherchée à l'entrée. Vous pouvez voir ici une donnée depuis la datasheet, donc de nouveau pour regarder comment calculer le rendement. Souvent dans les datasheets, ils vont fournir des valeurs, mais sous une certaine luminosité qui est de 1 sun. Ce n'est pas toujours votre luminosité, donc je vous conseille de toujours mesurer ou essayer de tester la PV-cell que vous avez sélectionnée sous vos conditions de lumière. Au niveau de l'élément de stockage, étant donné qu'on a vraiment besoin d'une très faible batterie, si on part sur une batterie rechargeable, voilà quelques hypothèses, voilà des choix de batteries rechargeables avec des capacités entre 10 à 30 mAh, ce qui est largement suffisant et qui nous permettra d'avoir un peu de marge au niveau de la recharge si vraiment il y a beaucoup de puissance à l'entrée pour ce device. Un petit mot sur le fait qu'ici, on va venir mettre 2 cellules solaires en série. Donc, pour ne pas avoir 1 volt au niveau de la tension de fonctionnement, mais en avoir 2 et aller chercher le rendement de 90% au niveau du boost. Quel est l'avantage? Quel est l'inconvénient? Si on regarde les 2 possibilités de structure, donc en série, on va venir augmenter doubler du coup si on utilise 2 la tension pour un même courant. Donc on peut aller chercher des meilleures efficacités au niveau du boost, mais si on couvre une partie du système, si on couvre une cellule solaire, on va impacter le rendement global du système. Quand on est en parallèle, on va travailler à la même tension, on va doubler le courant. On ne va pas pouvoir modifier le rendement du boost, mais si on couvre une cellule solaire, on n'impacte que son courant. Donc souvent, au niveau des fabricants, vous allez trouver des structures qui mettent et en série et en parallèle des single cells. Si je regarde la petite application de Cattle Tracker qui a été donc développée par Sodac et qui inclut un GPS, une radio LoRa, une cellule solaire et une batterie rechargeable, on fait un peu la même idée de bilan énergétique en partant ici sur une consommation de 1 mW. Et donc à l'entrée, avec 10 heures de luminosité, j'ai besoin de 3 mW et je recherche pour 14 heures d'autonomie à stocker 56 joules. Si je regarde un peu mes différentes possibilités, l'option a de nouveau été prise de travailler avec Xis. Donc ici, ils en ont mis 4, donc 2 en série, 2 en parallèle pour récupérer suffisamment et donc récupérer ces 3 milliwatts. Et au niveau de l'élément de stockage, de nouveau, on a besoin d'une assez faible, assez petite batterie, donc de 4,2 mAh. En prenant un peu de marge, de nouveau, on peut trouver des possibilités ici chez Renata, allant de 16 à 67 mAh pour vraiment des très petits formats. Ce sont évidemment des hypothèses, mais ce produit est donc en vente par la société Movement et testé en Australie. Notre petit dernier cas pour la lumière a été développé donc par Enersync, qui fait donc des panneaux organiques, donc qui n'inclut pas de silicium. Ici, ils ont un produit qui va leur permettre, avec une surface de 10 cm par 10 cm, de récupérer 300 microwatts et donc de pouvoir alimenter un capteur de CO2 avec un micro et une radio, plus un capteur de température, de pression et d'humidité. Donc voilà, ça c'est un produit qui a été développé. L'élément de stockage est entre 10 mAh et 100 mAh. Et donc voilà, c'est un nouveau cas utilisant la lumière intérieure pour venir alimenter une électronique pour du smart home ou des applications de ce marché. On va passer à l'application plutôt sur du RF.
en regardant un petit peu le système. Alors comme je l'ai dit, la récupération ici va vraiment dépendre de l'environnement, si de la puissance est disponible ou non. Alors, dans le cas de Wi-Fi, donc ces bornes sont quand même faites pour envoyer de la data et pas forcément de la puissance. Donc, au niveau, nous, de la puissance nécessaire pour démarrer avec notre redresseur et matching voilà, qui a été designé au sein d'IPIS, on a besoin de moins 19 dBm pour démarrer. Donc, on recommande actuellement de travailler plutôt avec des émetteurs dédiés. Et ici, on va prendre l'hypothèse d'un tracker qui est utilisé la nuit et rechargé dans une armoire. Pardon, je me suis encore trompée. Utilisé la journée et rechargé dans une armoire la nuit avec un émetteur sur le plafond de l'armoire. Émetteur qui pourrait respecter la norme ETSI 302-208 en émettant 1 watt durant 93% du temps avec un angle de 90 degrés et on pourrait prendre un cas d'un device placé à 2 mètres avec des antennes tant au niveau réception qu'émission qui inclut un gain de 2 dBi. Donc, si je prends cet exemple et que je fais un peu le chemin de la puissance partant de l'émetteur jusqu'à mon électronique alimentée, on va en fait partir de la puissance émise. Donc, la puissance, on inclut le duty cycle et on ajoute le gain au niveau des antennes. On va évidemment retirer les pertes dans l'air qui sont assez importantes et qui vont donc dépendre de la distance et de la fréquence à laquelle on travaille. Ici, ce sont des pertes vraiment théoriques. On va donc pouvoir estimer la puissance qu'on récupère puisqu'on va on va avoir cette puissance de 436 microwatts pendant 12 heures, ce qui nous donne une puissance récupérée au niveau de l'antenne de 18,8 joules. Sachant qu'on avait une certaine puissance de plus ou moins 3,6 dBm à l'entrée, on peut regarder au niveau de l'efficacité. Donc cette courbe, elle est donnée dans la datasheet de la M3940. Elle donne l'efficacité entre l'antenne et l'élément de stockage. Et on voit que le rendement depuis l'antenne jusqu'à l'élément de stockage est d'environ 43%. Alors de nouveau, c'est avec notre design externe et ça a été fait pour la fréquence 868 MHz. Ce sont des choses qui peuvent être redesignées ou utilisées telles quelles avec nos EvalKits. Et donc, on va pouvoir estimer l'énergie qu'on va réellement aller stocker. On va retirer les pertes du convertisseur LDO et on estime qu'on a plus ou moins 7 joules disponibles après 12 heures. Ce qui nous donne une possibilité de consommation d'environ 162 microwatts. Alors, si je compare avec un cas sur batterie, 162 microwatts que je recherche à avoir 5 ans d'autonomie et que j'inclus un rendement, un DC-DC entre ma batterie et mon électronique de 90%, pour 5 ans d'autonomie, on recherche 2 ampères-heure à 3,7 volts et 5 ampères-heure à 1,5 volts. Donc, on recherche des batteries qui sont déjà assez volumineuses si on cherche à avoir voilà, la même consommation que les 162 microwatts qui seraient disponibles après 12 heures de recharge. Si on souhaite commencer son propre design, quelles sont les premières questions à se poser? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on souhaite alimenter? Quels sont les capteurs? Quels sont leurs fonctionnements? Quelle est la radio? Quelle est la fréquence à laquelle on souhaite communiquer? Tout cela dans l'idée de vraiment définir en fait la consommation de l'électronique. Alors ça ne va pas être une consommation fixe, mais ça nous permet, comme vous avez pu voir, de démarrer le petit bilan d'énergie et de pouvoir avoir une idée de la puissance qu'on recherche en entrée et de la taille de l'élément de stockage. Une autre question, quels sont les convertisseurs et les tensions dont on va avoir besoin pour un peu définir si on utilise les LDO ou si on part sur des convertisseurs externes. Évidemment, on doit se poser la question de quel est l'environnement dans lequel je travaille, quelle est la source disponible, quelles sont les contraintes mécaniques, quand est-ce que ma source est disponible, quelle est l'autonomie que je recherche. On peut prendre le cas d'une application qui fonctionnerait dans des bureaux. La semaine, des gens travaillent, on a de la lumière et le week-end, personne ne vient au bureau et donc on cherche une autonomie de 2 jours. Donc on peut vraiment définir les choses, mais c'est vraiment intéressant de comprendre un peu comment on utilise cette énergie pour comprendre quelles sont les contraintes au niveau des choix, tant de l'harvester que l'élément de stockage.
Et donc, voilà, l'autonomie, ça, c'est vraiment important de se poser la question et puis aussi de se poser la question, est-ce qu'une batterie primaire est nécessaire, utile ou requis? Une fois qu'on s'est posé un peu ces questions, qu'on a un peu fait un petit bilan d'énergie, qu'on a regardé les différentes options de l'harvester, de l'élément de stockage, on peut venir faire un premier assemblage avec notre Eval Kit, connecter votre électronique hardware, connecter voilà, différents même harvesters pourront tester différentes storage et venir tester la fonctionnalité du système. C'est ici qu'on va prendre fin le petit webinaire. Donc, j'espère que vous avez appris un peu plus sur nos produits. N'hésitez pas à nous recontacter, à faire un tour sur notre site pour y voir les différentes documentations. Et je vous remercie de votre attention et d'être resté avec nous.